Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie, le podcast où on parle du monde du travail, d'entrepreneuriat et d'innovation sociale. Cette semaine, je me gâte parce qu'on aborde un thème qui est très près de mon expertise. C'est des questions que je me pose à tous les jours, puis j'avoue que j'avais envie de nourrir mes propres réflexions et évidemment par le fait même d'en faire partager les auditeurs. Vous l'avez vu dans le thème de l'émission, on va vraiment parler du rôle des RH dans la transition sociale, la transition écologique. Et pour en parler, je reçois quelqu'un qui est vraiment hyper bien placé pour se prononcer sur le sujet. Vous allez voir, elle est super inspirante, puis elle a beaucoup de cordes à son arc. J'en dis pas plus parce que je vais vous la présenter dans plus de détails dans quelques instants. Mais c'est Esther Dormagin, en fait, qui est la présidente d'Elio. Elio qui est quand même très connue, entre autres, sont responsables du parcours de développement durable à Montréal. Donc, ils font vraiment de la stratégie durable. Ils accompagnent des très grosses organisations au Québec avec leur réflexion de développement durable. Donc, vous allez voir, là, elle a un solide bagage pour venir nous en parler. Je fais juste un petit aparté avant de plonger dans la discussion avec Esther pour vous rappeler que si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner carrément au podcast. Comme ça, à chaque semaine, c'est sûr, j'envoie toujours des petits rappels dans LinkedIn, mais c'est pas tout le monde qui est aussi présent que moi dans LinkedIn. Donc, si vous voulez pas oublier, juste en vous abonnant, ça fait en sorte que le téléchargement se fait automatiquement. Et si vous avez un peu de temps et que vous écoutez le podcast sur la plateforme de balado de Apple, je vous demanderai, si ça vous tente, de me donner un petit 5 étoiles. Ça m'aide dans le référencement et ça fait connaître le podcast à plus de gens. Sans plus tarder, je vous présente Esther Dormagin. Bonjour Esther. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. C'est toujours drôle de dire que c'est un grand honneur parce que moi, je me sens assez honorée d'être invitée à tourner un podcast. Donc, écoute, maintenant que c'est dit. Tant mieux. L'important, c'est que tu aies du fun puis que ça ait une valeur pour toi, parce que c'est une expérience qui est quand même agréable généralement. En tout cas, on espère que ça va l'être. Esther, on va parler un peu de ton parcours parce qu'il est vraiment inspirant puis c'est un peu ce qui m'a mené à toi. Puis après, en jasant, j'ai vu qu'il y avait plein de sujets intéressants dont on pourrait parler. D'ailleurs, on a eu de la difficulté, je pense, à choisir parmi toutes les choses qui ont émergé au fil de nos conversations avant que tu viennes aujourd'hui. Premièrement, là, présentement, tu es présidente de Elio, qui est une boîte de consultation en développement durable. Vous accompagnez des organisations dans leur réflexion, dans la mise en place de projets et tout ça. Tu es aussi cofondatrice d'un mouvement, c'est le mouvement Toucan. Donc, tu pourras nous parler aussi plus en détail dans un prochain épisode parce que là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer plus sur ce que Elio fait, mais il y a beaucoup de choses intéressantes que vous faites aussi avec Toucan. Puis tu as un parcours très riche, tu sais, autant au niveau du développement durable, tout ça. Tu as été aussi présidente d'organisations variées, dont Elio aujourd'hui. Puis avant tout ça, tu étais en ressources humaines. Exactement. Écoute, c'est vrai que quand on fait lire sa biographie par quelqu'un, ça paraît énorme. Mais oui, j'ai fait pas mal de choses quand même finalement tout au long de ces quelques décennies. Effectivement. Et puis j'ai fait des études. Alors, je viens d'une famille qui a un pied à la ville et un pied à la campagne. Donc moi j'ai toujours vécu un peu des deux côtés, même si j'ai un côté urbain plus développé, mais si tu veux ça a toujours été naturel pour moi de voir qu'on pouvait avoir une vie basée dans le monde agricole notamment, mais de pouvoir gagner sa vie décemment et puis tout ça avec un respect de l'animal et de la nature. Enfin pour moi ça n'a jamais été des mondes qui étaient en dichotomie ou qui étaient en opposition. Donc ça, je pense que c'est pour moi le fait que la confiance que j'ai aujourd'hui dans le fait qu'une organisation, même une entreprise ou n'importe quelle organisation puisse faire des affaires ou opérer tout en étant dans le plus grand respect de la nature et de l'humain, pour moi, ça n'a jamais été un conflit intérieur.
Après, évidemment, il y a des obstacles, mais bon, voilà. Donc ça, c'était un peu le naturel qui m'a amené voilà, qui m'a accompagnée très jeune. Mais ensuite, moi, j'ai fait des études de business. Donc, j'ai fait en France une école de commerce. Oui, même avant, j'avais fait un bac en administration. Enfin, en France, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est l'équivalent. Et puis, effectivement, je suis venue faire un MBA ici à McGill un peu plus tard, après avoir travaillé déjà quelques années. Et très vite, j'ai choisi les ressources humaines, en fait. Bon, maintenant, le terme me gêne. C'est un peu... On en parle ou on n'en parle pas? Non, on va en parler. Puis moi, je me pose souvent la question, parce que là, tout le monde dit « non, j'aime pas le mot ressources humaines ». Je suis d'accord, mais en même temps, les gens, c'est comme ça qui Exact. Qui je sais. Et moi-même, mais quand on parle, quand tout d'un coup, on a des conversations, puis qu'on va dire, et que j'entends, on va aller chercher une ressource pour faire ça, moi, je pense à un caillou, je pense à une plante, mais je me dis c'est pas possible qu'on appelle encore les humains des ressources. Mais bref, en tout cas, je me suis lancée dans cette voie-là parce que je pense que l'environnement d'une organisation m'intéressait, enfin d'une entreprise, et puis j'étais intéressée par le développement des gens, etc. Donc effectivement, voilà, j'ai commencé dans cette carrière-là, et puis j'ai été dans un cabinet de recrutement au début. Et puis ensuite j'ai fait mon MBA et je suis rentrée chez L'Oréal quelques années, enfin très très vite après, par la suite chez L'Oréal où j'ai travaillé 6 ans. Donc un parcours, comme je l'ai dit, très riche. Je pense que les auditeurs peuvent comprendre pourquoi je voulais absolument que tu viennes au podcast, parce que le podcast, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un peu le lien entre ou les frontières entre l'entrepreneuriat, l'innovation sociale puis le monde du travail, là, qui est beaucoup aussi lié à la sphère des ressources humaines, j'aurais dit le terme, mais reste que toi, dans le fond, t'as un parcours dans les trois. Tu sais, t'es entrepreneur, t'as fait un MBA, tu comprends très bien le milieu des affaires, tu comprends très bien l'interne aussi avec les gens, puis les initiatives, tu sais, avec des employés, tout ça, puis en plus, tu t'intéresses, t'es une experte aussi en développement durable, puis entre autres, je l'ai pas nommé, mais t'as fait plusieurs conférences, t'as écrit des articles, donc t'es vraiment quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ces thématiques-là, puis même à la responsabilité sociale des entreprises, entre autres, t'avais écrit là-dessus. Donc, je suis vraiment très, très contente, comme je l'ai dit. Là, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment sincère. C'est vraiment le fun que t'aies accepté d'être là. Puis aujourd'hui, on a un thème qui m'interpelle particulièrement parce que c'est proche un peu de ce que je fais dans la vie, mais c'est un peu c'est quoi le rôle justement de la fonction RH. On va trouver un autre nom pour le podcast. Partons avec ça, celle-là, on connaît, on sait ce que ça veut dire. Donc, on va dire la fonction RH, c'est moins pire que ressources humaines. Mais c'est quoi le rôle de la fonction RH dans la transition sociale, dans la transition écologique? Comment est-ce que les professionnels en ressources humaines peuvent faire une différence ou revoir un peu leur pratique ou leur façon de travailler ou devenir un acteur clé? Parce que je pense que tu es d'accord comme moi que c'est des personnes clés à l'interne, c'est des gens qui doivent absolument être à la table quand on commence à parler d'initiatives là-dedans. Donc, on avait envie de parler de ça ensemble aujourd'hui, puis tu t'étais déjà intéressée à ça par le passé. Exact. Donc, qu'est-ce qui a fait que t'es pas restée en RH un peu pour mener à terme? Ça, c'est une bonne... en fait, j'ai pas juste quitté la fonction RH, j'ai aussi quitté la grande entreprise. Ça a été un double virage, je te dirais. Et puis, j'étais pas à l'aise avec, puis ça arrive dans toutes les grandes entreprises, mais j'étais pas à l'aise avec l'esprit de compétition qui commence à se créer quand tu montes soit en hiérarchie, mais en fonction, etc. Quand tu commences à avoir une certaine ancienneté dans une entreprise et puis que les places se font plus rares, etc. Donc moi, j'étais pas à l'aise avec ça du tout. Mais peu importe, ça a été une expérience assez géniale d'être dans une grande entreprise. Ça m'a tout appris sur ce que c'était qu'une chaîne de valeur, une supply chain, une usine, un syndicat, une centrale logistique, un siège social, une marque, etc. Donc j'ai une immense reconnaissance pour la grande entreprise. Mais après, je sais que ça ne me convenait plus. Et puis ensuite, j'avais vraiment tout d'un coup eu besoin de réconcilier aussi cette approche plus holistique du social, d'économique et de l'environnemental, d'essayer de développer des façons soit d'aider, soit moi-même d'être au service de la société par notre modèle économique. Donc de pouvoir aider les entreprises à faire ce virage-là et à développer leur utilité pour leur impact sociétal, on va dire, ou de le faire moi-même par ma compagnie, si tu veux. Mais sauf que ça, en même temps, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. En réalité, je suis pas partie de chez L'Oréal en me disant
voilà, je vais créer une entreprise à mission, etc. Non, enfin, parce que loin tu as de fait un là. certain nombre de choses entre les deux. C'est vrai que j'ai fait un peu des raccourcis dans ton parcours pour mettre en lumière ce qui était pertinent à la discussion, mais il reste que t'as fait beaucoup de choses aussi entre les deux. Oui, ben j'ai accumulé pas mal de morceaux qui m'ont amené là où je suis. Et puis, tu disais, bon, tu sais, il y a un OBNL, en fait, une association que j'ai justement, dont j'ai été présidente 3 ans, puis j'ai collaboré encore un peu après, qui s'appelle Catalytic, qui est une super belle organisation qui fait de la sensibilisation sur des aspects concrets du développement durable, on va dire, qui sensibilise les organisations, les professionnels et les individus, enfin peu importe, tout le monde est bienvenu, et qui se réunit tous les mois et qui aborde un sujet intéressant avec des conférenciers, etc. Donc j'ai eu la chance d'être immergée dans cette organisation-là il y a plus de 10 ans. Qui était un vrai laboratoire qui existe toujours, d'ailleurs, qui se réunit à la Maison du Développement Durable. Donc c'est un chouette, très très chouette projet. Bref, donc tout ça, j'ai accumulé des morceaux qui m'ont mené vers quelque chose dont j'avais pas forcément la couleur et le son avant de démarrer, mais aujourd'hui avec un retour d'expérience qui est sympa et puis que je peux partager. Donc puis j'ai l'impression, je sais pas, corrige-moi si je me trompe, mais dans ce que tu fais maintenant, il y a comme un retour quand même, parce que là t'accompagnes maintenant les organisations. Fait que le fait, oui, t'es partie de l'entreprise, puis peut-être de la fonction RH, tout ça, mais tu travailles en collaboration avec des RH aujourd'hui, tu vois d'un œil externe un certain nombre de choses, puis j'imagine que ça aussi, d'avoir ce regard externe-là, ça doit nourrir un peu ta réflexion, tu sais, si on revient un peu au sujet d'aujourd'hui sur, dans le fond, concrètement, qu'est-ce que tu vois, tu sais, pour toi, c'est mettons, en général, puis on pourra creuser après, c'est quoi la place des RH dans ces démarches-là? Oui, ben c'est ça. Alors ça, c'est justement aussi depuis 15 ans là que je fais ça. Et je vois une grande évolution, mais je vais te donner la réponse d'abord à ta question, puis je vais te dire comment ça a évolué. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que là, on est essentiellement sur un changement culturel. Donc, il faut trouver des façons différentes d'inventer le futur des entreprises. Et donc, on est vraiment sur un changement de paradigme qui nécessite un changement de culture. Et puis, il faut pas oublier que la culture, les attentes, les consommateurs, les individus, on a tous des valeurs qui évoluent. Il y a des choses qui se renforcent, et on voit bien toute la mouvance de l'achat local, enfin de l'autonomie alimentaire. Enfin, il y a des tas de choses. Il y a les entreprises à mission. Donc, les entreprises, si elles évoluent pas, elles sont en retard sur la société. Donc, être en retard sur la société, c'est embêtant pour plusieurs raisons. Première chose, c'est que tes employés, ils sont plus alignés avec ta mission d'entreprise. Et deuxièmement, c'est que tes produits, ils répondent plus aux besoins des consommateurs. C'est gênant pour une entreprise. Oui. Donc, quand même la base. Donc voilà. Donc, de toute façon, les entreprises, soit elles subissent, soit elles mènent un changement culturel, mais de toute façon, on n'arrivera pas à faire la transition s'il n'y a pas un changement culturel à l'interne. Donc ça, en partant là-dedans, je pense que tous les professionnels RH vont comprendre tout de suite le rôle essentiel qu'ils peuvent avoir là-dedans. Donc on a et c'est vraiment intéressant parce que dans la multitude de clients avec qui on travaille, parce que vraiment on en a beaucoup, déjà rien que le parcours c'est 20 entreprises, mais on a une multitude. Juste une petite aparté, le parcours de développement durable, je vais mettre les liens dans le détail, puis tu vas revenir nous en parler aussi. Exact. Dans un prochain épisode, mais continue, excuse-moi. Oui, donc c'est ça. Donc on a vraiment quand même, il y a beaucoup de gens avec qui on travaille. Et puis, donc nous, on a compris aussi, ce qui est important, je voulais préciser, c'est qu'on a compris que chez Elio, notre raison d'être, vraiment le pouvoir qu'on avait, nous, c'est de développer la capacité des individus à transformer leurs organisations. Parce que justement, ce retour d'expérience-là fait que le résultat auquel on aspire, c'est que les organisations répondent à des vrais enjeux sociétaux puis qu'elles se transforment. Mais nous, notre pouvoir, il porte sur notre capacité à outiller les gens et à développer eux-mêmes, à développer leur propre capacité à faire la transformation. Donc, ça relève de la mobilisation interne. Nous, on peut pas le faire à la place de l'entreprise. Et là, les professionnels RH encore ont un rôle à jouer qui est incontournable. Donc, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont compris et puis qui veulent et qui sont assis à la table. Nous, on veut toujours avoir la personne en charge des ressources humaines dans notre comité, dans notre groupe de travail. De toute façon, ça, c'est quasiment incontournable. Mais aujourd'hui, c'est un acquis. Si tu veux, il y a quelques années, la personne qui occupait la fonction RH, quand on lui disait on va travailler votre plan de développement durable, ne voyait pas on voyait pas en quoi ça la concernait. Parce qu'elle pensait qu'on allait faire un plan de recyclage des matières résiduelles. Enfin, on était encore là il y a quelques années. Ça pouvait être un thème qui était mal compris et le DRH voyait pas son impact. Et ce qu'il voyait pas non plus, puis ce qu'il voit maintenant, c'est le bénéfice. C'est en quoi son rôle. En fait, non seulement
il est indispensable au succès de la démarche, mais c'est qu'en plus, c'est que la démarche apporte une mobilisation et améliore un climat de travail et une mobilisation et une attractivité qui lui est utile. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de boucle de rétroaction qui fait que, dans tous les cas, d'un côté ou de l'autre, il est indispensable à la démarche. Donc voilà. Donc après, par quoi ça passe? Ça passe par sa vision stratégique. C'est sûr que on a besoin d'avoir tous les gens qui ont la vision stratégique de l'entreprise qui sont assis autour de la table. Donc le professionnel en RH est concerné. Parce que lui, il va apporter ce côté humain, enfin qu'on espère en tout cas, qui c'est quoi l'impact sur les gens? L'impact sur les gens, puis comment le mobiliser ces gens-là pour qu'ils contribuent. Parce qu'on veut pas juste informer les gens, on veut pas juste les consulter, on veut qu'ils contribuent à la démarche. Parce que derrière, c'est eux qui vont mettre en place les projets. Donc toute cette partie, donc il y a cette partie de vision stratégique. De l'avenir du travail, c'est la vision stratégique de l'entreprise, mais aussi c'est que le travail change. On est bien placé pour en parler. Donc toutes les nouvelles formes de travail qu'on voit, auxquelles aspirent les gens, et puis on a expérimenté le télétravail aussi. Enfin, on gardera pas tout, mais on a goûté à des choses, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui relève. Donc on a besoin du DRH pour faire ça. Puis des RH, là, du professionnel, on va dire. Et puis après, il y a des choses qui relèvent purement de sa fonction, puis de ce qu'il sait faire et de ce qu'il aime faire. C'est toute la formation, c'est justement la mobilisation interne, comment on crée des groupes de travail, comment on fait contribuer les gens, et ensuite toute l'adaptation des projets en direction des équipes qui peuvent être, qui relèvent directement de sa fonction aussi, quoi. Ouais. Mais derrière, on a la chance. Moi, j'ai la chance incroyable d'être sur un secteur, un angle qui n'est pas un angle d'urgence. Nous, on n'est pas, tu vois, dans toutes les mesures d'urgence, c'est pas nous qui pouvons aider. En revanche, dans toutes les mesures de réinvention, de résilience, etc., là, tout d'un coup, tout ce qui nous permet de regarder, d'avoir un œil vers l'avant sur comment est-ce qu'on va organiser notre entreprise, quelle est la direction qu'on veut lui faire prendre. Nous, on est plutôt sur ces sujets-là. Donc, c'est des sujets qui sont hyper mobilisateurs. On fait pas du redressement d'entreprise, on fait pas ces choses-là, toute la partie comptable ou sécurité financière. Donc nous, on est plus sur, OK, c'est quoi notre projet d'entreprise pour demain? Puis en même temps, si on fait pas cet exercice, comme tu le disais, de s'arrêter puis de réaliser que la société change, que les attentes changent, puis que comme organisation, il faut évoluer. Mais là, ça va devenir des enjeux financiers, puis on va tomber dans l'urgence. Donc c'est important quand même de s'arrêter puis de le faire. J'ai l'impression, je t'écoute, puis je suis tellement d'accord avec toi, là, c'est beaucoup par la culture, tout ça, puis ça m'allume quelque chose dont on n'a pas parlé, mais j'ai l'impression aussi, dans le rôle des RH, il y a aussi, quand on s'arrête à réfléchir à notre raison d'être comme organisation, puis comment est-ce qu'on veut contribuer, disons, à des projets de développement durable, ou comment on veut aligner nos valeurs avec des valeurs qui sont plus sociales, tout ça, il y a tout l'aspect aussi de quel genre de personnes on veut amener dans l'organisation. Fait que, tu sais, quel genre de profil d'employés ou de contributeurs on recherche. Donc, il y a toute cette démarche-là aussi. Fait que la mobilisation à l'interne, mais il y a aussi comment faire grandir l'organisation puis la faire arriver vers la direction qu'on se sera donnée comme équipe. Tu sais, c'est sûr que ça teinte un peu, mettons, au niveau du recrutement, là, tu sais. Oui, alors là, tu m'amènes sur un sujet que j'aime beaucoup et puis qui est encore à explorer. Mais quand on travaille plus avec une vocation de diminution de la consommation de ressources naturelles, etc., de déchets, on utilise souvent une approche qui s'appelle l'approche du cycle de vie. Donc, la pensée cycle de vie. Et tu vas voir où je vais en venir, c'est que la pensée cycle de vie qui regarde, OK, comment est-ce qu'on peut diminuer nos impacts négatifs et augmenter nos impacts positifs à chacune des étapes du cycle de vie de notre produit ou de notre projet. Bon, mais nous, on a commencé à le réfléchir sur le cycle d'emploi ou le cycle de carrière. Ouais, qu'on appelle l'expérience employée, souvent, là, qui est comme le cycle de vie d'un employé. Exactement. Exactement. Et donc, ces étapes-là du cycle de l'emploi ou du cycle de carrière, on peut utiliser les principes de la pensée cycle de vie pour pouvoir se dire, OK, à chaque étape, comment est-ce qu'on améliore d'abord l'expérience employée, comme tu dis, mais aussi comment est-ce qu'on peut en profiter, développer les possibilités de transformer notre organisation. Et finalement, il y a que les employés qui vont aussi travailler le virage vert de l'entreprise, par exemple. Donc bref, à chacun. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est travailler ces trois dimensions-là en même temps. C'est-à-dire l'entreprise doit générer des revenus
évidemment faire un minimum de profit, et puis elle doit diminuer ses impacts négatifs au niveau environnemental, social, économique, et puis augmenter ses impacts positifs. Bon, donc à chacune des étapes du cycle de vie dans l'entreprise de la personne, à quel moment, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où la personne n'est pas encore là, c'est-à-dire la phase où tu prépares le recrutement. Oui. Ben oui, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire en termes des compétences que tu vas rechercher? Tout d'un coup, si tu recrutes un acheteur, bah tu vas essayer de recruter un acheteur qui a des notions d'achat responsable. Tu vas aller éventuellement dans un réseau d'acheteurs responsables. Enfin, tu vois, dans quels critères je rajoute à mon offre en termes de capacité. Bassin de talent. Bassin de talent. Quand tu recrutes, ton processus de recrutement aussi, tu peux essayer de l'améliorer pour l'expérience employée et diminuer son impact environnemental, mettons. Donc, comment est-ce que tu t'assures que dans tes entrevues, tes interactions de recrutement, tu vas pouvoir positionner les mesures environnementales de l'entreprise, tu vois. Je donne un exemple tout simple. Où est-ce que tu vas pouvoir expliquer à la personne quelles va être les possibilités qu'elle aura de s'impliquer dans des groupes de travail à l'interne, ou tu vois, d'aller susciter aussi l'intérêt de la personne là-dessus. Il faut que ce soit vrai, hein, bien sûr. Oui, comme dans tout ce qui est marque employeur ou communication, si c'est pas vécu, ça fait plus de tort, là. Exact. Toutes les interactions communicationnelles, le site web, ça doit se refléter sur le site web, ces engagements-là. Donc voilà, donc t'as le recrutement, t'as l'intégration, enfin on les connaît bien, toutes ces étapes-là. Il y a toute la phase de production, enfin de travail réel, mais dans la phase de travail, il y a le matin, il y a le midi, il y a le soir, enfin il y a toute des journées de travail, il y a les outils de travail, comment tu vas acheter, je sais pas, comment tu t'assures que les outils de travail sont pas jetés à la poubelle quand ils sont plus bons, mais et dans les opérations. Dans les opérations. Comment est-ce que tu t'assures que la personne éventuellement diminue ses impacts environnementaux tout au long de sa journée de travail, soit en lui payant la passe la passe STM, en installant des bornes électriques sur ton stationnement pour l'inciter à venir en voiture électrique si elle a vraiment besoin de venir en voiture. Enfin, tu vois, des choses comme ça où il faut avoir cette réflexion globale. Et dans la rémunération, parce que tu sais, c'est sûr que c'est un sujet, mais dans la rémunération, il y a beaucoup de manières d'avoir des initiatives qui sont en lien avec les principes directeurs qu'on se sera donnés. Tu sais, là, on parle beaucoup d'environnement. Puis je pense que c'est clair pourquoi on en parle, puis que c'est vraiment, tu sais, on est dans une urgence climatique, tout ça, mais dans ça, il y a plusieurs choses qu'on peut peut-être circonscrire, puis donner des principes et dire, nous, c'est ce volet-là qu'on va travailler. Puis après, en fonction de ces principes directeurs-là, ça peut aller jusqu'à la rémunération. Tu sais, on peut donner des trucs comme des racks à vélo, des incitatifs de transport actif, ça peut aller oui, très, la rémunération globale, oui, parce qu'effectivement dans la rémunération ou la rétribution, enfin je veux dire, il y a pas que l'argent effectivement. Et puis il y a des grandes entreprises, notamment des petites, j'en connais moins, mais des grandes entreprises qui ont intégré des indicateurs, mettons, environnementaux et sociaux dans leur rémunération. Donc, avoir des cibles, mettons, je crois que c'est Danone, me semble-t-il, qui a des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a une partie de la rémunération des dirigeants qui est liée à cette réduction effective. Tu vois, donc ça peut aller jusqu'à influencer les bonus, par exemple, etc. Puis après, dans la rémunération, là, parlons d'équité, hein, ça c'est un autre sujet encore. Oui, tout à fait. Quand on veut se certifier B Corp, par exemple, on gagne des points si on n'a pas un écart trop important entre la rémunération des plus hauts dirigeants, ou en tout cas des personnes les mieux payées, parce que parfois ça peut ne pas être les dirigeants et puis ceux qui sont les moins bien payés. Oui, c'est ça. Puis moi, je me suis intéressée un peu à ça, là, justement, parce que ça c'est en relation avec mon expertise. Puis ça arrive même au Québec, là, c'est pas juste les grandes multinationales là, américaines, tout ça. Des entreprises même québécoises, canadiennes, où des fois, le CEO fait 600 fois le salaire de l'employé moyen dans l'organisation. Tu sais, c'est énorme, puis il faut se poser la question sur est-ce que c'est équitable, puis quel impact ça a sur la société, parce qu'après, ça crée des écarts de richesse immenses, ça creuse le fossé, puis ça contribue à créer des situations tu sais de pauvreté ou d'iniquité, ou tu sais en tout cas il y a pas une bonne répartition des richesses. Fait que c'est sûr que ça c'est des points qui sont un peu plus durs à aller changer là, tu sais, surtout quand souvent c'est les dirigeants qui vont embarquer dans ces démarches-là. Fait que avant de les convaincre de laisser aller leur rémunération, tu sais, c'est ça, c'est pas toujours évident, mais
ça peut aller jusque-là, puis on peut partir une organisation qui est plus en mode démarrage. Tout ça, c'est des choses à considérer quand même. Oui. Dans les entreprises les plus petites, c'est parfois le dirigeant qui gagne le moins bien sa vie. Ouais, ça peut être l'inverse, mais c'est ça. Ramener au taux horaire. Mais bon, ça, c'est l'anecdote. Mais oui, non, c'est pas un sujet facile. Je pense que les PME ont peut-être plus de facilité à aborder ce sujet-là où tu as quand même beaucoup moins d'écart, beaucoup moins d'échelons, etc. Mais la rémunération, effectivement, c'est un grand sujet quand on parle d'entreprise horizontale ou de rémunération auto-attribuée. Là, on est dans d'autres dimensions. Ça, c'est encore une autre étape plus loin encore que de regarder les écarts. Mais si on se ramène, donc là, on parlait du cycle de vie, donc de l'employé, puis que vous identifiez plein d'occasions d'amélioration à travers ça. Fait que là, pour moi, le lien avec les RH, il est hyper clair. Là, oui, complètement, parce que si tu veux, regarde, imaginons que aussi, voilà, là, sur des exemples que je donnais, imaginons que l'entreprise se soit donné un plan de réduction de la consommation de ressources naturelles et diminution de la pollution. Enfin, dans son plan, il va forcément avoir des angles là-dessus. Dans le processus RH, ça va être pertinent aussi. Donc, le DRH, lui, il va avoir aussi à implanter des mesures. C'est pas parce qu'il est sur le volet social qu'il doit pas diminuer son impact environnemental. Donc, ça, c'est le 3e volet. Donc, il est indispensable au succès de la démarche. La démarche va lui apporter des bénéfices pour ses indicateurs RH, etc., et pour son image employeur. Et en plus, il va avoir à appliquer des choses directement dans ses opérations normalement. Donc, il faut vraiment qu'il soit autour de la table. Oui, puis il y a des choses dont les RH sont des bons porteurs de projets. Tu sais, par exemple, une entreprise qui aurait tendance à faire beaucoup voyager, disons, ses dirigeants en avion, des choses comme ça, tu sais, c'est le lien avec les RH est clair aussi, de dire comment est-ce qu'on peut changer nos façons de faire des réunions, compenser nos émissions de gaz à effet de serre quand on n'a pas le choix de prendre l'avion. Donc, tout ça, c'est dans la cour, tu sais, des RH. Là. Voilà, exactement. C'est de la gestion de la qualité de vie au travail, en fait. T'as-tu l'impression que là, tu parlais tantôt qu'il y en a des RH qui ont compris puis qui sont à la table, puis c'est ces organisations-là aussi peut-être qui vous contactent. Et tu travailles avec des gens qui sont déjà un peu plus avancés dans des réflexions de développement durable. Mais si je te posais la question sur disons, à plus grande échelle, est-ce que tu as l'impression qu'on a fait beaucoup de chemin dans la fonction RH ou dans la prise de conscience au niveau des organisations, ou tu as l'impression que on traîne de la patte un petit peu à comprendre ça? C'est difficile à dire, mais quand même, mon expérience me fait penser que les professionnels RH ont pris un peu plus la conscience de ça. C'est-à-dire, en fait, en réalité, la conscience qu'ils ont développée, c'est du fait que c'est utile pour avoir une bonne qualité de vie au travail, que les employés sont demandeurs d'une mission sociale d'un contrat social beaucoup plus franc de l'entreprise avec son écosystème, de la réduction des impacts environnementaux. Ils ont l'impression que les résultats de ça ils ont compris que ça allait les aider. Ça allait aider les indicateurs RH, mais c'est pas juste des indicateurs, mais tu vois, la performance sociale de l'entreprise. Donc, l'attractivité, la rétention, la mobilisation, etc. Le développement des compétences. Parce que les équipes le veulent, parce qu'on est tous des citoyens dans les organisations dont la mentalité, dont la maturité évolue. Tu sais, je veux dire, il y a plus personne qui sait pas qu'il y a des changements climatiques. Il y en a qui sont pas d'accord, mais ça, c'est un autre sujet. Tu vois, donc aujourd'hui, les consciences évoluent. Donc, ces gens-là, on arrive le matin dans l'entreprise et puis on amène cette conscience-là dans l'entreprise. Donc, de toute façon, oui, c'est ça. Je pense que cette conscience-là, elle est plus forte. Et donc, ils ont quand même naturellement plus la compréhension de leur rôle, de l'importance de leur rôle autour du groupe de travail, enfin, dans la discussion. Donc, ça, c'est flagrant. On a quelques entreprises dont c'est le DRH qui est porteur du projet de ce virage-là. Alors mais parfois, tu sais, ça peut être aussi le directeur des achats, enfin, ça peu importe, mais c'est quelqu'un qui, dans ses valeurs personnelles, va aussi être très engagé, etc. Puis là, qui se dit, il se trouve qu'il est à la fonction RH parce qu'il a compris l'utilité, mais aussi parce qu'il a des valeurs personnelles qui lui font dire que, tu sais, c'est lui qui a envie de le faire aussi. Mais donc on a des clients, des entreprises dans lesquelles c'est la fonction RH qui est leader du sujet, qui est porteur du projet. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça part de nos valeurs individuelles, puis que c'est ça qui, à un moment donné, transforme les organisations. Reste que les organisations sont composées d'humains, là, comme tu le disais, on est tous des citoyens, donc que ça vienne des RH ou d'une masse critique d'employés, tu sais,
moi, dans un de mes employeurs passés, là, que je n'aimerais pas, tu sais, j'avais commencé à parler de ça, puis tu sais, je sentais, la personne à qui j'en parlais, elle était dans un rôle clé, puis elle me disait, écoute, moi, honnêtement, ça m'interpelle pas, j'y ai pas réfléchi, mais là, je vais être obligée de m'arrêter parce que t'es pas la première qui m'en parle, t'es pas la première employée qui demande ça, donc j'ai aucune idée par où partir, tu sais, cette personne-là savait pas, mais puis là, aujourd'hui, ils sont rendus ailleurs, là, cette organisation-là, mais c'est venu de plein de gens comme moi qui ont juste commencé à en parler, puis c'est comme ça qu'on éveille les consciences souvent. Là. Exact. Et puis, tu vois, les PME, par exemple, bon, les grandes entreprises aussi, mais disons, il y a quelque chose qui est quand même propre dans les PME, c'est que c'est pas facile de recruter, c'est pas facile d'attirer des gens quand, mettons, t'as quelqu'un qui a une certaine expertise, puis que t'as une grosse entreprise qui va lui proposer 20-30% de plus de salaire. Donc, les PME, il faut qu'elles puissent se démarquer sur autre chose. Et elles ont cette capacité d'innovation. Enfin, je veux dire, elles ont chacune plein de vertus qui sont intéressantes, mais elles ont pas elles peuvent pas se battre exactement sur les mêmes terrains de jeu que les grandes entreprises. Donc on en voit beaucoup des PME dont la motivation première pour mener une démarche comme celle-là, c'est de dire il faut que je me démarque dans le marché de l'emploi, parce que si je veux rester innovant, enfin bon, bref, tout ce qu'on veut être quand on est une PME, ça passe par ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas en démarrant sur quel sujet, quel est le sujet qui va être vraiment central pour l'entreprise, mais donc il y a une motivation aussi, une nécessité de se démarquer comme employeur si tu veux continuer à attirer des talents. Puis tu parlais des PME, je trouve ça hyper intéressant parce que en dehors c'est pas pour diaboliser les grandes entreprises là, mais tu sais, en dehors du fait qu'ils sont plus agiles puis que c'est peut-être plus réaliste ou facile de mettre en place des choses, il y a aussi le fait que économiquement ou socialement, l'empreinte négative des PME souvent va être un petit peu moins élevée que celle des grandes organisations où là, tu sais, c'est plus difficile avec les actionnaires puis le besoin de faire monter le cours de l'action. Tu sais, c'est plus... Les PME ont une moins grande empreinte écologique ou sociale. Tu connais ça mieux que moi, tu pourrais me dire dans les indicateurs, mais on entend souvent parler qu'ils sont moins dommageables, disons, pour l'environnement. Après, alors, une PME individuelle en valeur absolue sur, mettons, la pollution qu'elle crée ou les émissions, est moins dommageable à elle toute seule qu'une grande entreprise qui va... Voilà. Mais si tu mets toutes les PME ensemble... tout d'un coup, c'est beaucoup plus gros que ce que font les grandes entreprises. On sait que il y a 90-95% des gens qui travaillent dans des PME. Ouais, je sais plus exact, mais c'est ça, c'est au-dessus de 85. Là. Bon, tu vois, donc si tu les mets toutes ensemble, là, tout d'un coup, ça te commence à te faire, en valeur absolue, ça te commence à faire quelque chose de gros. Donc c'est sûr qu'une PME toute seule, elle a un impact qui est moindre en volume qu'une grande entreprise, mais non, les PME aussi ont besoin de changer, parce qu'une grande entreprise, elle change un truc dans ses opérations qui lui fait économiser de l'énergie ou qui mobilise ses employés, enfin peu importe. Tout d'un coup, c'est un plus gros impact aussi. Donc non, les PME sont... T'as raison de me corriger, puis je voulais pas dire que les PME ont pas de chemin à faire. Je voulais juste dire que dans le modèle même de la PME, j'ai l'impression qu'il y a plus de facilité à voir ça parce que tu as moins de freins, pas juste en termes d'agilité, mais en termes de fonctionnement ou de modèle d'affaires. Oui, ben ça peut. Puis de temps en temps, tu peux dire une grosse entreprise va avoir les moyens, tu vois, qui vont lui permettre d'aller plus vite sur certaines choses, tu vois. Donc c'est difficile. C'est difficile. Moi, je trouve ça difficile de généraliser, mais grosso modo, on trouve effectivement les PME ont souvent plus d'emprise sur leurs décisions. Ça, c'est ça, évidemment. Ouais. Elles ont moins de niveau de validation, etc. Mais voilà, non, elles ont un beau rôle à jouer. Puis il faut pas oublier qu'elles se font demander des choses par leurs clients, qui sont souvent des grandes entreprises. Tu vois, quand on est fournisseur d'une grande entreprise, de plus en plus, on a des exigences. Si tu veux faire des contrats gouvernementaux, tu vas avoir des exigences, il faut démontrer quand même que tu as des pratiques qui sont responsables. Alors, on va pas jusqu'à chercher des choses qui sont régénératrices et qui améliorent la situation nécessairement, mais il faut quand même que tu montres que tu as pris un certain nombre d'engagements et que tu as un certain nombre de pratiques. Donc ça aussi, c'est une force externe qui fait que les PME qui sont fournisseurs de grandes entreprises doivent évoluer. Puis attention, c'est pas le monde est pas rose. Tu sais, des fois, il y a des messages contradictoires dans les grandes entreprises. Tu as la politique corporative qui dit on veut que tous nos fournisseurs aient une politique environnementale ou une politique de développement durable, puis tu as l'acheteur qui fait juste presser les prix
derrière. Bon, donc puis on des a fois, ça. on coche la case, puis c'est tout. Tu sais, c'est pas toujours, oui, mais non, bref, il y a du bon puis du mauvais dans toutes les organisations. Ouais. Ça peut pas, comme tu dis, tout n'est pas rose, puis c'est bien normal. J'ai envie de te demander, justement, on parle PME versus grosse entreprise, tout ça, tu sais, au niveau des modèles d'affaires comme tels, est-ce qu'il y a quelque chose qui est des façons de s'organiser ou des modèles d'affaires, selon toi, qui se prêtent mieux à des démarches de développement durable ou de... Non, alors ça, honnêtement, c'est il y a tous les modèles d'affaires sont à regarder. Enfin, on peut améliorer chacun des modèles d'affaires. On peut développer des nouveaux modèles d'affaires et on peut inventer de nouveaux modèles d'affaires. Je m'explique, c'est que une entreprise, c'est souvent plusieurs modèles d'affaires à l'intérieur. Tu sais, t'as souvent plusieurs lignes de produits, plusieurs lignes de services, plusieurs types de clientèle. Donc, des fois, déjà, une entreprise, c'est rarement un seul modèle d'affaires. Mais après, tu peux te laisser inspirer. Il y a des exercices qu'on fait pour justement où les entreprises explorent d'autres modèles d'affaires pour voir si c'est quelque chose qui peut faire évoluer le leur. Et donc on peut aller réinventer de nouveaux modèles d'affaires. Tu vois, par exemple, je pense à une entreprise qui est dans la chimie, avec qui on a travaillé, qui était dans le parcours. Une entreprise qui fait du décapage, en fait, avec des produits chimiques, du décapage de peinture sur des matériaux d'acier, etc., des choses industrielles. Et puis du décapage, par exemple, de la peinture, enlever rénover tous ces pièces-là. Et qui, elle, avait compris que dans le liquide, en fait, qui était à disposition de l'entreprise pour nettoyer ces choses, ce liquide-là, finalement, était contaminé, évidemment, à la fin, mais pouvait être nettoyé, pouvait être décontaminé. Okay. Donc, c'est l'entreprise elle-même, une entreprise assez traditionnelle en chimie, mais innovante, mais tu vois, dans son modèle d'affaires assez traditionnel. Plutôt, elle s'est dit, je vais développer un nouveau modèle d'affaires qui fait que je vais rester propriétaire, tu vois, où tu développes l'économie de la fonctionnalité plutôt que de l'achat du bien. Je vais rester propriétaire de mon liquide, je le garde le liquide, je le décontamine. Donc, en termes de matière résiduelle, ça va, au lieu de jeter des litres et des centaines de litres de liquide, de les jeter, puis d'avoir à payer la décontamination, etc., je ne vais avoir comme matière résiduelle que 5% à peu près de ce volume-là, qui sont tous les matériaux décontaminés. Et puis ça, je peux le traiter. Enfin bon, ça voilà, mais c'est en termes de volume, c'est bien moindre. Et le liquide que j'ai décontaminé, je vais pouvoir le revendre. Donc qu'est-ce que ça fait ? On est dans tout d'un coup un modèle d'affaires circulaire qui fait que tu fidélises ton client, ça coûte moins cher pour tout le monde, et en plus, tu as des impacts environnementaux qui sont bien moindres, et en plus, tu as mobilisé ton équipe parce qu'ils ont trouvé ça super le fun et super stimulant de travailler sur un nouveau projet comme ça. Il y a une fierté aussi de dire, nous, chez nous, on fait attention à notre empreinte, puis concrètement, on était innovants, regarde la solution géniale qu'on a eue. Fait que c'est pas juste les valeurs sociales, mais ça démontre aussi l'innovation, qu'on est tourné vers le futur, qu'il y a la place à faire les choses autrement. Fait que, effectivement, une entreprise qui innove, c'est une entreprise qui poursuit sa route, enfin, qui évolue, et donc qui est résiliente, etc., tu vois. Très intéressant. Donc, selon toi, il y a plusieurs façons d'intégrer des modèles d'affaires, de s'inspirer des autres, puis de circonscrire des fois peut-être des projets où on va prendre une partie de l'organisation puis fonctionner différemment pour ce volet-là. Oui, exactement. Tous les modèles d'affaires circulaires. Ça, c'est circulaire. L'écologie industrielle. Alors, ça peut être des pratiques ou des modèles d'affaires complets, mais je dirais où tu développes regarde les jus Loop, par exemple, où tu développes des nouveaux produits avec des choses qui sont des matières résiduelles de quelqu'un d'autre. Oui, ça, j'en entends de plus en plus parler. On dirait que c'est comme une tendance. Je sais pas ce que t'en penses, t'es mieux placé que moi. Oui, mais non, mais bien sûr, mon Dieu, génial. C'est-à-dire que t'as une entreprise qui a des surplus, des invendus, des invendables, qui sont, là, on parle de fruits et légumes. Donc, c'est Courchaine-Larose qui est un grossiste, qui a des invendus de fruits et légumes, et Loop, qui a été créé par Courchaine-Larose avec des entrepreneurs, c'est Loop qui utilise ces invendables. Jamais ils seront vendus. C'est juste personne n'en veut. Donc ils utilisent ça pour faire des jus. Donc je veux dire, peu importe le jus ne se préoccupe pas de l'esthétique du fruit avant d'être transformé en jus. Maintenant ils récupèrent aussi du pain pour faire de la bière. Du pain qui est un peu qui n'est plus vendable en magasin. Donc ça c'est des modèles d'affaires circulaires, c'est qu'au lieu d'extraire des nouvelles ressources vierges,
Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'impact environnemental, bien sûr, hein, mais au lieu d'extraire des nouvelles matières premières, tu utilises un surplus d'une autre entreprise. Ça se fait beaucoup dans l'industrie, une entreprise qui a des surplus de métal, de bois, de whatever, et qui les vend ou qui les donne à une autre entreprise pour faire ce qu'elle veut avec, en tout cas ce dont elle a besoin. Ça c'est des économies financières énormes. Mais c'est génial, puis ça me fait penser, quand j'étais petite, ma mère me disait toujours, puis ça me pop, là, mais le déchet de quelqu'un, c'est le cadeau pour quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que si toi, t'es terminé d'utiliser un objet ou quelque chose, puis que t'as pas d'utilité, il y a moyen d'en faire quelque chose d'autre, puis pour quelqu'un d'autre, ça va être génial. Donc, dans cette modèle-là, c'est que là, on n'est pas juste à redonner nos meubles, puis nos vêtements, puis nos jouets, c'est que comme organisation, ce dont on n'a plus besoin, ce qui est nos déchets, peuvent devenir la matière première. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu crées de l'emploi. Mais oui, effectivement. Tu crées de l'emploi, tu combles des besoins. Enfin, je veux dire, c'est vraiment intéressant. Il y en a plein des exemples comme ça, là, d'économie circulaire. T'en as-tu un autre, mettons? Oui, par exemple, après, moi, j'ai mes petits coups de cœur, hein, évidemment, mais pas toujours dans l'alimentation. Il y a, par exemple, tous les épiceries zéro déchet. Donc, c'est un peu différent comme angle, mais là, c'est-à-dire que tu vas acheter tes produits en vrac dans tes propres emballages. Donc, je veux dire, c'est même pas que c'est même pas que l'emballage est recyclé, c'est qu'il n'existe pas. Effectivement. Donc là, mon Dieu, il n'y a pas de meilleur déchet que celui qui a jamais été produit. Donc voilà, donc c'est des locaux, l'épicerie locaux qui a maintenant 5 ou 6 succursales ou franchises. Et ça, c'est un modèle d'affaires basé sur l'évitement d'une consommation de ressources et d'une pollution. Donc, ça marche. Le réduire dans les airs, le réduire, recycler, réutiliser, je les connais pas par cœur, peut-être. Oui, c'est ça, puis réinventer, il y a le ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est des modèles qui font des petits, hein. Ils ont commencé avec une succursale, et puis maintenant, il y en a, 5 ou 6. Et puis, il y en a d'autres, des marques. Il y a Vrac et Bocaux, il y a aussi après il y a il y a Bocaux par exemple, je fais de la pub pour les gens, mais c'est vraiment des coups de cœur, mais qui est une épicerie en vrac zéro déchet livrée à domicile. Donc voilà, donc alors là évidemment c'est pas tes propres contenants, ce serait ingérable, mais tu achètes tes contenants, il y a une consigne, et puis au fur et à mesure ils reprennent tes anciens contenants, puis ils te ramènent les nouveaux. Mais ça c'est du vrac. On n'est pas dans les repas préparés, par exemple. Là, je te parle d'ingrédients, tu vois. Oui, oui. C'est intéressant, ça. Puis j'avais vu, là, avec le COVID, ça l'a arrêté, mais il commençait à avoir l'initiative La Tasse dans les cafés, qui était vraiment géniale, honnêtement. Là, c'est que souvent, on y pense pas à amener notre contenant. Donc, La Tasse, ce qu'ils faisaient, c'était, justement, eux, il y avait une option, au lieu de prendre un verre jetable, si t'avais pas ton gobelet de café, tu pouvais payer une consigne. Là, ils te le remettaient dans un verre en plastique. Tu le lavais à la maison, puis quand tu sais, des fois, moi, j'en ai accumulé des fois 5. Oui, puis tu peux le rendre dans un autre commerce. Oui, si t'avances et puis que ton chemin te ramène pas au premier café, tu peux le rendre dans un autre, etc. C'est ça qui est intéressant dans le modèle. Oui. C'est toute cette communauté de commerce membres qui font que tu peux laisser ta tasse ou récupérer tes sous, là, parce que finalement, il y a la consigne. Un peu n'importe où. C'est ça qui est brillant. Café, souvent, on s'arrête en chemin vers quelque part. Fait que t'as raison que c'était ça qui était la partie. Mais tu vois, après, ça, c'est des entreprises, par exemple, qui se sont créées. C'est des modèles d'affaires qui ont pour objectif d'offrir un service, mais en minimisant les impacts négatifs, etc. Et en améliorant les impacts positifs, parce que, évidemment, on est dans de l'achat local. Enfin, tu vois, il y a toute cette dimension-là aussi. Mais après, il y a les entreprises traditionnelles, comme celle de la chimie dont je parle, qui sont réinventées aussi. C'est ça c'est intéressant parce que c'est pas facile. Tu sais, je veux dire, faire bifurquer un bateau d'une entreprise traditionnelle qui a son quotidien, qui doit aller chercher ses ventes, etc., sur des modèles d'affaires différents. Et donc, là, pivoter carrément. Pivoter carrément. Et par exemple, je pense prenons un exemple d'une grande entreprise, les produits SEB, qui sont le petit électroménager, tu sais, cafetière, etc., bouilloire, toutes ces choses-là, qui vendent dans le monde entier. Même G d'ailleurs, en tout cas, c'est SEB dont je vais parler. Eux, ils garantissent maintenant, ils sont partis sur un modèle d'affaires qui assurait la réparabilité. Et la réparabilité, pas juste au siège social, mais un peu avec des partenaires. Je m'explique. Et ça, c'est intéressant parce que là aussi, ça crée de l'emploi local. C'est-à-dire que, donc maintenant, ils garantissent, alors c'est en transition, hein, mais ils garantissent la réparabilité sur 10 ans. 10 ans, dans ces produits-là, c'est une cafetière, ça dure jamais comme vu. 2 ans. Jamais vu.
Exact. Donc, ça veut dire que donc c'est facile à démonter parce que quand tu garantis la réparabilité, t'as drôlement intérêt à ce que ton produit soit démontable parce que sinon, tu vas en avoir des Parce plaintes. que c'est toujours ça. Maintenant, elles sont presque faites pour briser. Puis après, si tu veux changer, disons, mettons le Pyrex ou réparer, c'est pas possible. Exact. Ouais. Donc, t'es obligé de le réfléchir drôlement intelligemment, ton produit. Donc, ça t'amène à refaire tout ton design. Bon. Et donc la réparabilité, ça veut dire que c'est facilement démontable et ça veut dire que tu vas pas renvoyer ta pièce à l'autre bout du monde. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir un petit réparateur local qui est agréé SEB et qui va pouvoir réparer ta pièce. Ton objet en changeant une pièce par exemple. Donc ça crée un écosystème aussi de partenaires qui sont des petits entrepreneurs locaux. Donc ça c'est intéressant et puis d'avoir aussi de tout ce qui est imprimante 3D tu vois avec tous les Fab Labs, le mouvement des Fab Labs qu'on voit dans les villes où tu as un atelier mais j'ai aucune idée c'est quoi. Un Fab Lab ça va être un endroit comme un atelier si tu veux dans lequel tu as les citoyens ou les étudiants des individus viennent pour faire leur projet avec des machines qu'ils ne veulent pas acheter ou de l'expertise qu'ils n'ont pas nécessairement. Donc, c'est là où on trouve beaucoup d'imprimantes 3D, par exemple. Okay. Tu retrouves des machines pour faire des meubles, etc. Mais tu vas avoir l'expert, l'artisan ou en tout cas l'expert qui va pouvoir t'aider à faire ton projet. Donc, un Fab Lab, c'est ça, c'est une espèce d'atelier où les gens viennent pour faire leur projet, mais ils sont pas obligés d'avoir leur atelier à la maison. Puis d'abord, ce serait probablement pas une bonne idée. Donc, ces Fab Labs là, par exemple, avec toutes les imprimantes 3D, où justement, pour revenir à Seb, tu peux imprimer, le couvercle de ta cafetière, en plastique, tu peux aller l'imprimer parce que le plan, figure-toi que les plans, les maquettes, ou je sais pas comment on appelle ça, les patrons de certaines pièces sont à disposition librement et gratuitement. Pour que éventuellement tu vas dans un Fab Lab à Montréal et puis tu réimprimes le couvercle de ta machine à café. Alors ça, ce sera quand la transition sera complètement faite, mais l'idée c'est ça. On est dans un modèle d'affaires qui est en évolution et Seb fait toujours une cafetière. Son produit il a pas changé, mais son modèle d'affaires est complètement différent. Puis il est capable de changer puis de dire nous on fait des cafetières durables, mais sans se mettre la pression de dire quand envoie-moi ta cafetière, je vais t'en réparer puis je t'en retourne. Ouais. Ça, c'est un sacré investissement en innovation, mais ça vaut la peine. Tu sais, ça vaut vraiment la peine. Puis après, il y a tout ce qui est, évidemment, la dématérialisation totale, c'est-à-dire où tu te dis, au lieu d'acheter un produit, je vais acheter le service que m'offre ce produit-là. Parce que finalement, mettons, quand tu veux te déplacer, je prends un autre exemple d'ici, tu veux te déplacer. Ça veut pas dire que tu as besoin d'une voiture. Tu veux juste aller d'un endroit A à un endroit B. Tu peux très bien prendre une communauto. Enfin, tu vois, donc ça, c'est la dématérialisation. Pourquoi t'achèterais le produit si le service que te rend le produit, t'es capable de l'avoir d'une autre façon sans consommer la matière première. Donc ça, communauto, c'est un bon exemple, mais tu vois, il y en a plein d'autres. Hein. Puis je trouve ça fascinant parce que là, dans ce que tu dis, ça démontre à quel point on est dans une transition où les entreprises se réinventent carrément, réinventent leurs produits qui deviennent des services ou leur modèle d'affaires ou leur chaîne de valeur, tout ça. Donc, il y a beaucoup de travail en innovation. Puis tu sais, on a commencé l'épisode en se disant on va se parler du rôle de la fonction RH, mais là aussi, c'est clair aussi de dire les RH quand on veut faire l'innovation ou qu'on veut changer des choses, forcément ça passe par des démarches où les gens à l'interne sont impliqués, puis il faut réfléchir un peu ça, puis faut positionner faut donner les conditions gagnantes à l'organisation pour être en mesure d'innover parce que tu sais t'es dans une organisation qui est très traditionnelle, qui est ancrée dans ses façons de faire, qui est très procédurale, bureaucratique, on n'a jamais innové. Mais comment est-ce qu'on passe à la prochaine étape puis qu'on commence à tout de suite réfléchir pour être un petit peu plus agile ou un peu plus capable d'avoir de la créativité. Donc, tout ça, c'est des choses qui parlent de l'humain. Donc, exactement. Et puis là, tu touches un point qui est intéressant aussi, c'est la responsabilité du professionnel en RH. Parce que là, c'est un autre angle aussi. C'est-à-dire que c'est aussi souvent à lui ou elle d'imposer ou de rappeler que c'est indispensable de le faire en équipe et de le faire et d'impliquer les employés. Donc ça aussi, ça fait partie de sa responsabilité, de son expertise et de sa responsabilité. Parce que parfois, un comité de direction d'entreprise ou un entrepreneur pourrait se dire, tiens, on va faire ça sur un coin de table, on va se mettre 2-3 autour de la table.
Donc là, le DRH, sa responsabilité, c'est lui de s'assurer que la démarche soit faite de façon collégiale aussi, parce qu'elle aura plus de succès. Donc ça, c'est aussi un angle où, oui, c'est ce qu'on attend du DRH, de mettre, de garantir les conditions qui vont faire que cette démarche-là a du succès, voilà. Puis dans ce que tu dis sur la responsabilité, juste pour faire du pouce, parce que je pense que tu as 100% raison, comme professionnel, on est responsable aussi de se tenir au courant, d'avoir des lumières, de voir un peu le marché s'en va où, chacun avec nos expertises, chacun avec nos angles, mais c'est important de ramener ça dans l'organisation puis de dire, écoutez, tu sais, là, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse, par exemple, à notre façon de travailler ensemble. Tu sais, il faut qu'on revoie, on est peut-être un petit peu traditionnel. Si on n'y repense pas, on va se faire brasser un peu, puis on va être plus en mode réactif. Donc, il y a certains aspects qui à la limite, une responsabilité professionnelle de demeurer à l'affût, puis d'aider l'organisation à changer, finalement. Exact. Je pense que c'est important pour, quel que soit notre métier, d'être à l'affût, effectivement, des nouvelles tendances. Et puis, du côté RH, j'imagine que lui, où elle, son affinité, ça va être de regarder les nouvelles formes de travail et les nouvelles formes d'organisation. C'est intéressant aussi, nous, on parle beaucoup de biomimétisme quand on parle de développement durable ou d'innovation durable. Et je fais un petit aparté sur le biomimétisme, c'est comment est-ce qu'on s'inspire de la nature dans nos processus d'innovation. Mais et l'innovation peut être sociale, en termes de produits, etc. Et donc, de regarder dans la nature comment les organisations se structurent pour être efficaces et atteindre un objectif. Donc, il y a aussi beaucoup d'inspiration et il y a des outils qui existent là-dessus. Il y a des ressources pour aller chercher ces organisations-là de la nature, mais la nature est un laboratoire de recherche qui existe depuis des milliards d'années. Nous, on est une microseconde, donc on se heurte à des problèmes que la nature a déjà résolus, mais plusieurs fois. Donc, comment aller chercher, tu sais, en matière organisationnelle? Évidemment, je sais que c'est pas quelque chose que les professionnels RH vont faire demain matin, mais malgré tout, puis je pourrais donner quelques références de livres que je connais, que j'ai pas tous lus, j'avoue, mais qui permettent de se dire, OK, au niveau organisationnel, comment certaines espèces arrivent à se structurer pour atteindre un objectif, pour réaliser une tâche. Comment elles s'entraident? Comment ce que fait une espèce a un impact sur ce que fait l'autre et comment des écosystèmes des morceaux de l'écosystème s'entraident les unes les autres, créent les conditions pour qu'une autre espèce, grandisse. Donc, bref, en tout cas, je veux pas le compliquer inutilement. Mais il y a beaucoup de parallèles dans la nature qu'on peut aller chercher pour illustrer aussi. Souvent, c'est plus facile d'illustrer par une image, une métaphore. Et donc, tout ce qui est bio-inspiré, moi, je pense que ça a beaucoup d'avenir, même dans l'organisation, tu vois, les structures organisationnelles. Dans l'organisation du travail comme tel. Puis c'est vrai que dans la nature, c'est systémique. Puis les organisations aussi, c'est systémique. L'organisation en soi, mais aussi... on fait partie d'un système qui est plus large, une communauté qui est plus large. Fait que je trouve ça... Je connaissais pas le terme biomimétisme. Et mon Dieu, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, je savais pas. Esther, écoute, merci tellement. J'ai l'impression qu'on pourrait parler encore pendant des heures. On va te recevoir encore, c'est certain, au podcast, entre autres, là. J'ai envie qu'on explore plus un peu au niveau vraiment du développement durable comme tel, puis qu'on en reparle. Tu me parles aussi de résilience d'entreprise. Là, il y a des petites choses qu'on va pouvoir certainement reparler dans un deuxième épisode. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Écoute, c'était fort plaisant et je suis ravie de pouvoir partager certaines tendances et puis un retour d'expérience qui, je me dis, peut être vraiment utile à d'autres. Clairement. Puis je vais inviter les gens tout de suite à suivre Elio sur les réseaux sociaux, à s'inspirer de ce que tu fais. Tu donnes souvent des conférences, des choses. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'aller lire tes articles, même, là, je vais mettre des liens. J'ai un peu fouiné, là. Puis je suis pas toute seule, hein. Attention, hein. C'est-à-dire que là, tu sais, tu parles de mes articles, mais nous, il y a toute une équipe, hein. Enfin, je veux dire, on est quand même 6 personnes, parfois 7, un peu, nous aussi, on est à périphérie fluctuante, et donc je suis loin d'être seule à produire du contenu intéressant. Donc je suis vraiment pas toute seule chez Elio, on est toute une équipe. Excellent. J'invite les gens à suivre Elio, et dont toi et tes collègues. Oui. Merci encore une fois. Merci Charles.
Je le dis pas à chaque épisode, mais Charles Thompson-Leduc, qui est le producteur, réalisateur, monteur du podcast et de ma vie aussi, parce que c'est mon conjoint. Merci beaucoup pour cet épisode. Donc, on vous souhaite une bonne fin de semaine, tout le monde, puis on se dit bye-bye. Et bien, à bientôt. Au plaisir. Bye.